Donc, tomato, bah, c'est la couleur. Exactement, c'est la couleur du sang. Voilà, parce qu'en fait, l'accumulation de fer dans la peau, l'accumulation de fer dans la peau se traduit par une coloration foncée, grisâtre ou métallique, d'où son nom. Donc c'est du sang bleu finalement. Alors là, je ne sais pas le terme. Non, je te taquine. Je pense pas. Du sang blanc. Non. Au revoir. Bonne journée. À vous embrasse. Gros bisous. Philippe, on a un appel téléphonique à faire tout de suite. Attends, on me dit. Tu peux me l'appeler tout de suite, hein. Bah oui. Tu parles et en plus tu fais même pas ton travail. Bah oui, je suis désolée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Alors, j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée par Philippe à la technique toute la semaine. Et puis, merci bien sûr de votre fidélité, que ce soit en vidéo, sur Facebook, en vidéo live bien sûr, sur la chaîne YouTube également, et puis surtout en FM. 98.fm si vous avez oublié la fréquence, et puis bien sûr la web radio IDFM 98.fr. Alors aujourd'hui nous allons parler du projet de loi relatif à diverses dispositions liées bien sûr à l'urgence sanitaire, mais nous allons aussi parler de la plateforme numérique de connexion solidaire pour tous et d'une école de codage aussi, et puis on terminera avec une visite culturelle, la visite du musée de l'air et de l'espace. Et pour parler de tout ça, eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Elimas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée du Val d'Oise, vice-présidente du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, bien sûr, et vous siégez au sein de la Commission des affaires sociales. Vous êtes la présidente de la commission de ce fameux projet relatif aux dispositions liées à la crise sanitaire et autres mesures urgentes. Et donc, on parlera de tous ces articles qui vont être votés par le Sénat. Donc, il y a un aller-retour là qui est en train de se faire. À vos côtés aujourd'hui, eh bien, nous allons avoir Hakim Kamouche, chef du projet Innovation sociale, la Directe, c'est la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et de Majoub Bayassine, le président de Digital School, une toute nouvelle école qui s'est installée à Cergy, une école gratuite. Et donc, ils créent une plateforme numérique de connexion solidaire, vous en saurez plus tout à l'heure, bien sûr. Et puis, nous aurons Anne-Catherine Robert à Gluesten, qui est la directrice du musée de l'air et de l'espace, situé à l'aéroport, bien sûr, de Paris-Le Bourget, le plus grand musée de France sur l'aviation. Et je sais que ça intéresse beaucoup d'amateurs. Alors, première petite info du jour, eh bien, il faut bien retourner vers la gaieté et l'ouverture de nos centres-villes. C'est Poeso qui lançait une initiative, ça s'appelle j'aime mon cinéma.fr, partout en France, pour soutenir l'activité cinématographique et anticiper la sortie du confinement et la réouverture des salles, ça arrive. Donc à ce jour, il y a déjà plus de 391 000 places qui ont été engagées par Poeso et ses partenaires. Donc cet acteur de la billetterie de cinéma et des loisirs en France a décidé de continuer à agir face à cette situation inédite de pandémie et souhaite atteindre les 5 000 places prévendues. Donc allez-y, si vous voulez soutenir, je vous rappelle la plateforme, c'est j'aime mon cinéma.fr. Vous pouvez acheter des places même en vente privée sur d'autres plateformes aussi, celle de VP par exemple, celle de Showroom Privé ou celle de C-Discount. Donc pour soutenir les cinémas, eh bien allez-y, n'hésitez pas. Alors une autre info, eh bien c'est qu'on s'approche de la fin de la pandémie puisque ce week-end a été le plus faible bilan des morts à l'hôpital en France, même si le seuil des 400 000 morts a été franchi dans le monde ce week-end. Le nombre de la victime de pandémie a doublé en un mois et demi. En France, 13 décès seulement ce week-end, mais on en est tout de même à plus de 29 000 morts. Donc on est fait quand même partie des pays les plus atteints selon le chiffre de Santé publique France, bien sûr. Et puis sinon, le nombre de personnes hospitalisées recule. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et donc, on voit qu'on arrive, comme a dit le professeur Delfrécy, en fin de pandémie. Chouette, parce que je crois que là, il est urgent que tout se réouvre en centre-ville. Alors tout de suite, justement, pour soutenir l'activité économique, une nouvelle chronique. Ça s'appelle « Un jour,
Un centre-ville, un resto, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Et pour aujourd'hui, j'accueille Escale Passion, le restaurant situé à Roissy en France. Bonjour Tony Lamoun, vous m'entendez bien? Bonjour Tony, alors nous sommes ravis de vous avoir en direct aujourd'hui dans cette émission au bar de l'économie. Donc vous êtes un jeune restaurateur puisque vous avez ouvert en septembre 2019. Alors comment avez-vous vécu ce confinement et puis qu'allez-vous faire pour la réouverture? En fait, comme vous le dites, nous sommes un jeune restaurateur, donc très peu de trésorerie. Donc l'impact de la fermeture obligatoire pour le Covid a été très forte. Mon cuisinier, j'ai été obligé de le licencier. Premier impact très grave pour nous parce que même en cas de réouverture, on avait cuisinier et on n'a plus assez de tables pour pouvoir assurer un service correct. Là, nous avons en fait 26 tables à l'intérieur. C'est un petit restaurant, on fait une petite carte. Et là, ce qui se passe, c'est qu'avec les 1 mètre, on descend de 4 tables encore en moins. Donc là, en fait, on est un peu perdu et on a préféré ne pas réouvrir pour le moment, avec la situation qu'il y a. Parce que là, je vois pas l'intérêt de pouvoir réouvrir dans d'autres conditions et puis surtout. Alors Tony Lamoun, vous êtes... Et donc là, oui, au niveau financier, ça devient très très difficile aussi. On ne sait pas comment que les jours vont se passer, parce que même avec la réouverture, je ne sais pas si on va pouvoir rétablir notre situation. Donc il faut... Justement, quand ça roulera, mais bon, quand je vois ce qui se passe en ce moment dans le village par rapport à la clientèle, je me dis on n'a pas trop d'intérêt à ouvrir. Tony Lamoun, je rappelle que vous êtes installé à Roissy en France. Donc vous avez ouvert ce restaurant en septembre 2019. L'impact de la pandémie, c'est que vous avez dû licencier votre cuisinier. C'est vous qui retournez en cuisine. Finalement, vous avez un petit restaurant de 26 tables. Vous avez ouvert, vous, pendant la pandémie, vous faisiez de la vente à emporter. C'est bien ça? Est-ce que là, par contre, il y a eu des clients? Oui, on a été surpris, même on a mis du temps à le mettre en place, on n'y croyait pas, malheureusement. Et quand on l'a mis en place, oui, effectivement, il y a eu énormément de demandes, on a fait des burgers améliorés, on les a fait tout ouvrir. Et ça marchait très très bien, très bien. Et bizarrement, quand ils ont réouvert les terrasses, et le cas contraire, en fait, c'est passé, c'est que on n'a plus rien fait. On faisait même pas, je crois que le plus gros journée, c'était 150 € pour dire. En fait, tout est tombé. Mais la vente à emporter était positive. Enfin, il faut savoir aussi que nous, à Roissy, nous dépendons exclusivement, principalement plutôt, des hôtels. On a quand même plus de 18 hôtels autour de nous. Donc on dépend du tourisme et bien sûr des salons comment ça s'appelle, Paris Nord 2. Donc là, sans les hôtels, sans les salons, nous avons encore l'aéroport, ce qui faisait fonctionner la vente à emporter, bien sûr. Et nos clients fidèles qui revenaient. Donc, depuis la réouverture des terrasses, on a vu un gros changement. Alors du coup, si on a bien compris, Tony Lamoun, c'est que vous avez bien fonctionné en temps de confinement parce que vous avez bougé, vous avez fait de la vente à emporter. Par contre, depuis la réouverture, comme vous n'avez pas de terrasse, eh bien, ça a divisé votre chiffre d'affaires, c'est ça qu'on comprend. Et du coup, vous avez choisi de fermer de nouveau pour 3 semaines. Oui, alors il faut savoir qu'on a une terrasse là devant, qui est un peu mal fichue parce qu'il y a un gros pot de fleurs qui nous gêne, mais on peut contenir 6 tables devant et on a une petite terrasse derrière, mais on n'a pas de... Enfin, avec tout ce qui se passe là, ça va nous faire quoi? 10 tables, on a tout cassé, quoi. Rentrer de la marchandise pour 10 tables, je vois pas trop l'intérêt, sincèrement. Parce que nous faisons que du frais, donc rentrer 4 ou 5 kilos de bœuf, je veux dire, on ne sait jamais, enfin bon, bref. Moi, je vois pas l'intérêt, mais bon, là, nous, pour l'instant, on ne réouvre pas, c'est sûr qu'on reste comme on est, quoi. Vous restez fermé jusqu'au 22 juin, date de réouverture officielle et de toutes les activités, mais quelques restaurants à Paris ont bravé l'interdit ce week-end et ont accepté des clients en salle. Alors vous, pour le futur, parce que maintenant on va voir le futur, qu'est-ce que vous proposez? Quels sont vos atouts? Qu'est-ce que vous allez imaginer pour faire revenir les clients? Quels sont vos plats typiques aussi? En fait, nous, on travaille
travaille exclusivement avec des bovines déjà françaises, on travaille avec de la qualité, on sélectionne tous nos produits. On fait des petites cartes pour proposer justement tout ce que du fait maison, du vrai fait maison, quoi, des entrées jusqu'au dessert. Donc là, je pense qu'on a justement, dans ces jours qui nous restent, là, on va étudier une carte d'autres produits frais, comme du vodka bio, enfin des choses qu'on pourrait essayer de faire, mais en plus petite quantité, bien sûr. Mais on va travailler sur encore plus petites cartes, hein. On aura je crois que 5 plats même pas. Mais on reste sur notre ligne de conduite, c'est-à-dire vendre de la qualité à un prix raisonnable. Un vodka bio avec la sauce, avec tous les accompagnements, on le vend 12,50 €. Et au restaurant, on n'augmentera pas nos prix. Ah, donc ça c'est intéressant. Donc à Escale Passion, vous allez faire des plats en moyenne aux alentours de 12, 13 ou 14 € dans ces zones-là, selon les plats. Et finalement, votre stratégie, c'est de faire en fait une carte à la demande selon le marché du jour. C'est bien ça, Tony Lamoun? Voilà, à la semaine plutôt, on verra ce que l'on peut trouver intéressant, mais toujours on a des fournisseurs qui nous connaissent, parce qu'on travaille, et qui nous proposent toujours de bons produits à des prix raisonnables pour qu'on essaye de toujours de gagner de petits, hein, bien sûr, hein, mais sans quelqu'un qui vend de la qualité et pas trop cher, il gagne toujours des clients. Bien sûr. Et sinon, Tony Lamoun, est-ce que vous allez utiliser, je ne sais pas, les réseaux est-ce que vous allez faire du marketing, j'allais dire, digital pour attirer de la clientèle, puisque vous avez dit qu'avant, effectivement, vous viviez avec les hôtels et le tourisme qui n'est plus en ce moment. Est-ce que vous allez penser à des actions particulières pour vous développer? On est déjà inscrit sur Facebook, on a pas mal de clients qui nous suivent dessus, on a un site internet. Mais bon, alors c'est toujours pareil, oui, proposer et puis faire de la vente de clients, bien sûr, mais nous on a un petit espace. Ça sert à rien de passer un message, que tout le monde vienne et puis de ne pas pouvoir les accepter parce qu'on a une petite table et qu'en même temps tout sera complet. Mais bon, on n'est pas confiant. Mais vous avez, Thierry Lamoun, vous avez 26 tables, vous avez 26 places. Hein. Sans les 1 mètre. Hein. Sans les 1 mètre, mais on espère bien qu'à partir du 22, on n'aura plus ce mètre à respecter. C'est bien ça l'objectif. Complètement, oui. En plus, là, je vois pas. Je suis sur les réseaux sociaux de restaurants, on est tous un petit peu. On ne comprend pas comment on peut se réunir à des milliers et nous, dans notre petit restaurant, ne pas pouvoir mettre 2 personnes à moins de 50 cm. Enfin, pour moi, c'est un peu ridicule. Enfin, bon, ça, c'est pas nous qui gérons tous ces problèmes. Vous voulez dire que si les gens viennent en famille ou entre amis, de toute façon, ils se parlent très proches, et donc vous ne comprenez pas pourquoi on met des mesures pareilles. Ça soit raciste, et voilà. Et par contre, il y a deux couples viennent, non, ils ne peuvent pas manger à côté d'eux. Enfin, ça, c'est complètement indépendant. Donc pour vous, les mesures gouvernementales ne sont pas compréhensibles. Bah, écoutez, on a Nathalie Elimas, la députée, qui est avec nous, qui va justement nous expliquer un petit peu plus pour le futur. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Thierry Lamoun. Donc, je rappelle votre restaurant, c'est Escale Passion à Roissy. Donc, si vous êtes intéressé par de la bonne cuisine gastronomique, eh bien, soutenez le restaurant Escale Passion, pardon, et allez déjeuner ou dîner chez Tony Lamoun et son équipe. Merci à vous, très bonne journée. Nous voici de retour, bien sûr, au bar de l'économie. Alors, on va faire une petite pause musicale et on revient dans quelques secondes.
Voilà, c'était une petite promenade musicale. Donc, vous venez d'entendre une création, bien sûr, musicale. Et puis surtout, le restaurateur Escalpation, Thierry Lamoun, qui ne fait que du frais pour des plats très intéressants, entre 12 à 14 € le plat. Donc, ça fait des petites promenades gastronomiques pas chères qu'il faut aller donc à Roissy, dans ce restaurant. Alors, Nathalie Elimas, vous êtes députée du Val d'Oise, vous êtes présidente de la commission du projet relatif aux dispositions liées à la crise sanitaire. Donc expliquez-nous un petit peu ce texte qui au départ contenait un nombre énorme, plus de 40 habilitations à légiférer par ordonnance, un nombre amené à moins de 10. Donc comment ça se passe? Et puis on va rentrer dans les mesures concrètes si vous voulez bien, Nathalie. Très bien. Donc ce texte, effectivement, diverses dispositions d'urgence, a été examiné afin de répondre de façon concrète à des situations très diverses. Il est question de la chasse, des militaires, des services publics, de la fonction publique, de la santé, de la justice. Donc déjà, c'était un texte qui était à la base assez touffu, il faut le dire. Il y avait effectivement une proposition gouvernementale, c'était 40 habilitations à légiférer par ordonnance. Ce que nous, déjà députés, avons largement réduit, puisque si l'on peut évidemment comprendre qu'il faille légiférer par ordonnance, parce que parfois c'est nécessaire, il y a des situations d'urgence, et là, bien évidemment, c'est le cas, nous ne voulions pas non plus être dépouillés de nos prérogatives. Donc, dans l'organisation, le texte est passé en commission. Il a été examiné à l'Assemblée nationale. On avait déjà, nous, inscrit en clair ou en dur, c'est-à-dire dans la loi, transformé une quinzaine de ces habilitations donc en dur dans le texte. Il y a eu ensuite la lecture au Sénat, qui en a rajouté d'autres. Et puis, la phase où l'on voit si l'on tombe d'accord ou pas, qui s'appelle la commission mixte paritaire, où nous avons donc trouvé un accord sur un texte global, où effectivement, depuis ces 40 habilitations, il n'y en a plus aujourd'hui que 10. Le texte a été grandement enrichi, on a une 60aine d'articles aujourd'hui, et il a été voté définitivement à l'Assemblée nationale la semaine dernière, et il sera, pour finir, voté là, le 10 au Sénat. Cette semaine, donc au Sénat. Par contre, vous avez dit quelque chose de très important, c'est que vous, les députés, ne vouliez pas être dépouillés. C'est-à-dire, expliquez-nous ce que vous voulez dire, parce que on voit bien que le gouvernement gouverne justement par ordonnance, finalement presque depuis qu'il est élu, tellement il y a des réformes à mener et des choses à faire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de vous sentir dépouillé? Eh bien, c'est typiquement ce que vous avez dit. Le gouvernement nous demande par habilitation donc, de pouvoir légiférer par ordonnance, c'est-à-dire que ça prive le Parlement notamment du débat et d'un regard un peu spécifique sur les textes. Alors même si évidemment il y a une loi d'habilitation et que ça revient à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans le parcours de la loi, c'est quand même priver les parlementaires d'un certain nombre de leurs prérogatives. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on va trop vite finalement, on n'a pas le temps de réfléchir, alors, on prend des mesures. On n'avait pas le choix. On devait aussi, là, pour le coup, aller très très vite puisqu'il y avait des situations d'urgence. Et là, autour de ce texte, des mesures d'urgence qui ont été votées, il y a un certain nombre de réglages à faire et on le comprend bien. Mais nous tenions quand même parce que eh bien, le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, travaillent conjointement et intègrent ces dispositions dans la loi pour pouvoir eh bien, en débattre classiquement, si je puis dire. Alors, on sait bien que là, avec cette pandémie, on est en guerre sanitaire. Quelles sont les mesures dans ces textes que le Sénat va voter cette semaine? Alors, justement, c'est dommage que Tony, donc j'ai oublié Tony Lamoun, voilà, Tony Lamoun, le chef d'Escalpation à Roissy, d'Escalpation, ne soit plus avec nous, mais peut-être qu'il nous écoute, puisque par exemple, dans ce texte, il y avait des dispositions sociales et notamment les nouvelles mesures qui sont liées au chômage partiel. Alors, typiquement, ce monsieur qui est dans un secteur un peu préservé, comme on le fait pour la culture, le tourisme ou la restauration, lui ne se voit pas appliquer ces nouvelles mesures. Voilà. Les mesures telles qu'elles ont existé pendant le confinement restent applicables aujourd'hui dans la restauration parce que c'est un secteur, on le voit bien, d'ailleurs il l'a pas expliqué, qui connaît de nombreuses difficultés. Donc voilà, on a posé les nouvelles dispositions autour du chômage partiel, de l'activité partielle. On a regardé également du côté des droits à la retraite, puisque pendant le temps du chômage partiel, eh bien, que se passait-il? Est-ce que les droits continuaient à courir ou pas? Est-ce que ça allait changer quelque chose ou pas?
Ça, on a veillé à ce que ce soit bien sécurisé. On a simplifié aussi toutes les mesures liées à l'intéressement, puisqu'on sait bien qu'il va y avoir une crise économique et une crise sociale, et toutes les structures qui ont pu eh bien, avoir quelques fruits doivent pouvoir les répartir de façon beaucoup plus simple. C'est ce qui a été par exemple décidé dans ce texte. D'autres mesures concernant la fonction publique, par exemple, vous êtes un fonctionnaire territorial et vous voulez aller rendre service et être utile à l'hôpital ou dans les EHPAD, eh bien nous avons simplifié ces parcours parce que Dieu sait qu'en ce moment on en a besoin pour toutes celles et ceux qui sont contractuels et qui arrivent à l'issue de leur CDI par exemple, de leur période, de leur CDD pardon, et qui allaient être dit CDIsables. Pareil, qu'allait-il se passer pendant cette période, ces 2 mois de confinement où finalement tout a été suspendu? Et bien là encore, il n'y aura pas de perte. Et puis enfin, une disposition importante qui concerne la justice. Il y a une réforme de la justice qui a été votée. Et par exemple, la réforme du divorce, tout ce qui concerne le divorce devait entrer en vigueur là au 1er septembre. Eh bien, ce sera décalé. Pourquoi? Parce qu'il y a un engorgement aujourd'hui dans les tribunaux. Et nous voulons simplement qu'ils prennent le temps de liquider le stock des affaires afin eh bien, de pouvoir entrer dans les réformes de façon plus confortable pour tout le monde. Alors, vous avez parlé de certaines mesures concernant le chômage partiel, à la fois pour les restaurateurs et pour d'autres dans le tourisme. Mais la question quand même qui se pose, c'est pourquoi cette durée que de 2 mois finalement? Parce que si on prend un chef d'entreprise, pour certains, pour beaucoup même, ils ont pris le PGE, le prêt garanti par l'État. Si ce n'est que ça ne fait que reporter des charges supplémentaires à plus tard. Et puis on voit bien que ça s'arrête avec juillet-août et que cet impact de pandémie va durer jusqu'au mois de septembre. Alors le chômage partiel, il n'est pas arrêté, hein, c'est pas stoppé. C'est le chômage partiel, les conditions telles qu'elles ont été posées pendant le confinement et qui finalement n'étaient pas conditionnées, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, un salarié peut continuer à en bénéficier sans aucune difficulté, mais il faut quand même remplir une condition, c'est par exemple apporter la preuve qu'on n'a pas les moyens de faire garder son enfant. Donc il y a eu des ajustements parce qu'il faut aussi remettre la France au travail. Il faut aussi que les employeurs rappellent leurs salariés. Et il faut aussi que les salariés retournent travailler parce que, évidemment, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a nationalisé les salaires. Et aujourd'hui, on se trouve face à une dette abyssale. Et on comprend bien qu'on ne peut pas continuer ad vitam. Donc, il faut relancer l'économie. Donc, on n'a pas stoppé net le chômage partiel. On l'a simplement conditionné et pour faire en sorte que eh bien, les Français retournent au travail. Et puis pour ceux qui ne le peuvent pas, parce que c'est vrai qu'en Ile-de-France, il faut aussi regarder les choses avec lucidité, notre région était encore classée orange. Valérie Pécresse, d'ailleurs la présidente de région, et je soutiens complètement cette démarche, a demandé à ce que les franciliens restent le plus possible en télétravail. Donc il faut qu'on mette de la cohérence dans tout ça. Donc ceux qui peuvent retournent au travail, bien évidemment, et on les encourage. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas, pour diverses raisons, notamment parce qu'ils ne peuvent pas faire garder leurs enfants, parce que là aussi, on a eu une vraie question au moment du déconfinement avec l'école, où les mères étaient très inquiets, très anxieux, et je les comprends. Certaines écoles n'ont pas réouvert, il y a donc des familles qui ne pouvaient pas retourner au travail. Donc ces mesures, elles sont adaptées, elles sont conditionnées, mais en aucun cas elles ne sont arrêtées et suspendues. Est-ce que vous pensez qu'à terme, il pourrait y avoir une annulation de charges pour les entreprises, puisqu'on a bien vu que tout fait boule de neige, bien entendu. Quand une entreprise va mal, les sous-traitants vont mal, tous les fournisseurs vont mal, enfin... Voilà. Est-ce que éventuellement le gouvernement peut réfléchir à une annulation de certaines charges? Alors c'est une demande qui a été formulée très clairement. On l'a fait nous-mêmes dans le Val d'Oise avec la CCI, notamment sous l'égide de Pierre Cuchely. Et je comprends parfaitement cette demande et même je la soutiens. Encore une fois, il faut regarder avec lucidité les chiffres. Voilà. Donc je crois qu'il y a des discussions qui sont en cours pour accompagner autant que possible et dans la durée, parce que vous l'avez dit très justement, il y a eu ces 2 mois et puis il y a l'été qui arrive avec toutes les incertitudes encore, et puis l'automne, parce que finalement on ne sait pas si la crise, la pandémie ne va pas repartir. Donc l'idée c'est d'accompagner dans le temps les entreprises et de trouver le juste équilibre, parce qu'il y a la nécessité d'accompagner, c'est vrai, mais en même temps il faut aussi rappeler aux Français que l'on va entrer dans une période de récession absolument sans précédent. Et donc, il faut, voilà, encore une fois, trouver l'équilibre entre ces 2 points. Justement, le gouvernement a annoncé ce vendredi
Le budget rectifié, bien sûr, inclura 18 milliards d'euros du plan d'aide au secteur du tourisme, l'un des plus affectés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Nathalie Elimas, mais aussi il comprendra les 8 milliards d'euros du plan pour l'automobile et 600 millions, ça je ne vous l'avais pas encore dit, pour la French Tech, ça a été dévoilé vendredi, auquel viendra s'ajouter le plan d'aide, bien sûr, à l'aéronautique et aux mesures concernant le petit commerce et le bâtiment. Est-ce que ça, c'est compris dans vos textes ? Non, ça, ce sont des mesures supplémentaires. Et là, vous parlez du projet de loi de finances rectificatif, qui est le 3e. J'ai suivi également le premier et le 2e. Donc, je serai sans précédent. Et j'en suis d'ailleurs inquiète parce que, à côté de ça, ce que je redoute le plus, c'est véritablement une casse sociale. Et on a vu pendant la période de confinement, puisque j'ai fait beaucoup sur le terrain, et notamment de la distribution alimentaire, combien les Français et les familles ont été fragilisés, et surtout on a vu venir à ces distributions alimentaires des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir auparavant, des jeunes, et puis des familles qui aujourd'hui vraiment à la moitié du mois peinent à se nourrir. Donc voilà, ça va être compliqué. Quelles sont les autres mesures dans ces dispositions qui vont être votées par le Sénat, Nathalie Elimas? Alors, en dehors de tout ce que je vous ai dit, donc sur le service public, on a parlé des droits sociaux, on a parlé des mesures donc relatives à la justice, hein, puisqu'encore une fois, la justice est complètement engorgée, effectivement. Les tribunaux sont totalement engorgés. Alors, il y a aussi particulièrement la justice pénale, qui là encore, elle aussi, a un stock d'affaires. Donc, ce que l'on a voté dans ce texte, c'est la possibilité de les regarder au plus près. Alors, ayant toujours à l'esprit, bien évidemment, avant tout, l'intérêt du justiciable, mais de voir comment peut-être on peut les réorienter, encore une fois, avec le seul souci objectif, c'est vraiment de désengorger les tribunaux qui ont peiné aussi pendant cette période, parce que ça ne fonctionnait pas, il n'y avait pas les greffiers. Alors parfois les juges instruisaient quand même leur dossier, ça leur a permis d'entrer au fond des dossiers, etc., et c'est tant mieux, mais il n'y avait pas les greffiers, enfin ça ne fonctionnait pas, et donc il a fallu, il y a beaucoup de retard. Bien sûr, parce que la France s'est arrêtée, et parce la justice aussi. La France s'est arrêtée, puis enfin il y a des mesures quand même dans ce texte qui sont intéressantes et qui concernent notamment le Brexit. Et donc nous avons là pour le coup accordé une habilitation à légiférer par ordonnance au gouvernement, mais nous l'avons borné dans le temps. C'est-à-dire que nous lui avons laissé 12 mois, et à l'issue des 12 mois, le gouvernement viendra à nouveau devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat rendre compte, et nous verrons si nous estimons qu'il est nécessaire, ça le sera vraisemblablement, de poursuivre. Donc vous voyez, c'est aussi une façon. Parce que le Parlement, il légifère, mais il faut rappeler, on ne le dit pas assez souvent, qu'il contrôle aussi l'activité du gouvernement. Alors justement, puisque vous venez de parler du contrôle de l'activité du gouvernement et vous parliez du Brexit, pourquoi fallait-il expliquer aux auditeurs, pourquoi fallait-il légiférer sur le Brexit? Alors, il y a la Quelle sortie, liberté donner au gouvernement? Là, pour le coup, la France n'est pas seule à agir. Hein. On est vraiment entouré de tous nos partenaires européens. Il y a un calendrier qui a été fixé à l'échelle européenne dans lequel il nous faut nous inscrire. Et alors là, pour le coup, je ne les ai pas toutes en tête, mais il va vraiment falloir ajuster et prendre toutes les mesures et dispositions qui vont se présenter dans le cadre de la sortie du Royaume-Uni. Donc, on leur a laissé 12 mois pour le faire. Et nous demandons à ce que, eh bien, encore une fois, le gouvernement vienne rendre compte, nous dire ce qui a été fait, ce qui resterait à faire, dans quel délai il estime qu'il faut le faire. Et à l'origine, dans le texte, le gouvernement nous demandait 30 mois pour agir. Vous voyez, donc on l'a ramené à 12 mois. D'accord, donc ça va encore aller très très vite. Donc on l'a ramené à 12 mois et on leur dit, on comprend, il y a la sortie du Royaume-Uni, etc. Voilà, il y a un certain nombre de mesures et de dispositions à prendre, mais nous vous demandons de revenir devant les parlementaires à l'issue de ces 12 mois pour contrôler, vérifier et puis voilà, débattre de ce qui a été fait, de ce qui restera à faire. Est-ce que dans ces 12 mois, comment vous voyez la sortie du Brexit? Quel impact pour nous? Il y aura forcément
il y aura forcément un impact. Et là, je pense notamment au secteur maritime, j'allais dire de la pêche, du commerce. Il y a aussi évidemment tous les Français qu'il faut encore faire revenir. Donc il y aura un impact bien sûr économique et puis pas que. Là, il ne faut pas regarder la question que sous le prisme national et français, mais également un rééquilibrage à trouver au niveau européen dans son ensemble. Vous parliez de la pêche, effectivement, c'est un secteur en crise. On voit qu'il y a des rivalités entre les pêcheurs anglais et les pêcheurs français, ou alors les bateaux industriels des pays du Nord. Est-ce que là, on a les armes pour se battre, Nathalie Elimas? C'est justement à travers cette habilitation qui a été donnée au gouvernement, c'est à travers cet outil justement que le gouvernement pourra apporter les réponses et il viendra en rendre compte au Parlement. Alors, si vous voulez, dernière question, si vous voulez bien, Nathalie Elimas, la réforme des retraites dont on avait parlé avant la crise, vous pensez que ça va revenir au niveau de l'Assemblée nationale ou qu'elle est enterrée? Alors, dans le calendrier, je ne vous cache pas que ça va être un peu compliqué, puisque effectivement, on a suspendu nos travaux pendant plus de 2 mois. Néanmoins, elle avait des qualités et des défauts, cette réforme, mais elle avait en tout cas l'avantage de gommer un certain nombre d'inégalités. Je pense notamment aux femmes, je pense aux plus fragiles qui percevaient et qui perçoivent, puisque c'est toujours en cours, de petites retraites. Je pense aussi aux agriculteurs, je pense à la retraite, le minimum contributif de 1 000 €, tel que nous voulions le voter. Et ça, je crois vraiment qu'il faut y revenir et qu'il faut absolument que ça entre en vigueur assez rapidement. Donc, je ne peux pas prendre d'engagement, je ne peux pas m'avancer sur le calendrier, mais je crois que ces dispositions-là, qui sont vraiment des dispositions de nature sociale, qui sont des dispositions même de justice sociale, doivent être votées. Donc, vous pensez que ça reviendra pour l'année prochaine, 2021, vous pensez? Sur ce volet-là, en tout cas, oui, je l'espère. Avec la pandémie, Nathalie Elimas, la France a quand même pris conscience de l'importance de l'économie, chose qu'avant, on ne parlait pas des entreprises, des petites entreprises. Là, on a vu qu'il fallait des transporteurs routiers pour livrer, tout simplement, et qu'on avait besoin de petites mains, j'allais dire, parce qu'on a parlé, bien sûr, on a rendu hommage aux soignants, mais il n'y a pas que les soignants, tous ceux qui sont derrière et à côté, on en a besoin. Est-ce que là, on n'a pas une évolution? Est-ce que ce n'est pas finalement les aspects positifs de la pandémie, Nathalie Elimas? Oui, en tout cas, je l'espère. On a tous beaucoup parlé du jour d'après. On y arrive dans le jour d'après, donc j'espère que nous aurons encore cette conscience-là. Mais c'est vrai que, bien sûr, on a rendu hommage aux soignants et on a eu raison de le faire. Ce qu'on a appelé la première ligne, il y a eu aussi les forces de sécurité. Il y a eu la police, la gendarmerie, les pompiers, etc. Mais il y a eu tous ceux qu'on a appelés aussi les travailleurs de la deuxième ligne, vous l'avez dit très justement. Il faut quand même se rappeler qu'il y avait des caissiers dans les supermarchés pour qu'on puisse continuer à faire nos courses, que les éboueurs par exemple, ont fait un travail formidable. Ils étaient là tous les jours, ils ont ramassé les ordures, ils ont veillé à ce que les communes restent propres. Il y a eu les routiers, voilà. Et toutes celles et ceux, parce que je ne pourrais pas tous les citer, sinon je vais en oublier, mais qui ont fait en sorte que la France reste debout. Voilà. Et donc c'est très important et je crois qu'en effet on les a vus, ou en tout cas on les a reconnus. Et c'est très heureux. Et je pense aussi aux professeurs par exemple, ceux qui ont été dans les écoles pour permettre que le dispositif d'accueil des enfants, d'abord des soignants et puis élargi à d'autres, puisse être là. Et donc voilà, je pense à tous ceux-là qui ont fait un travail formidable et qui ont montré que sans eux, finalement, on n'est pas grand-chose. Et j'appelle aujourd'hui de mes voeux à non seulement une reconnaissance, mais aussi à une revalorisation de leurs conditions de travail et de leur salaire. Et comment ? Alors, et comment ? C'était le cas, on a commencé à en discuter notamment quand on était justement sur le texte retraite, on a commencé à aborder cette question pour les professeurs des écoles. Voilà, si on reprend le texte, encore une bonne occasion de revenir sur le traitement des enseignants et puis sur tous les autres. Et bien là, c'est une discussion, il faut aussi que le patronat s'engage. Voilà, il faut aussi que les patrons s'engagent et qu'il y ait une revalorisation des salaires. Alors peut-être qu'il faut regarder du côté de l'intéressement. Voilà, le président de la République a dit qu'il fallait qu'on se réinvente. Et ben, je crois qu'il faut vraiment le faire et que chacune et chacun arrive avec des propositions innovantes
pour, en tout cas, revaloriser le travail. Pas que des soignants, hein, parce qu'il y a le Ségur de la santé qui s'ouvre. En ce moment, oui. Voilà, où il va être question évidemment de l'organisation, de l'administration de l'hôpital et des conditions de travail. Mais dans les conditions de travail, il y a d'abord et aussi et surtout la revalorisation du salaire. C'est quand même, on a bien vu aujourd'hui, là encore, alors on parle de la deuxième ligne, je reviens à la première, si on a tenu, il y avait la deuxième ligne, oui, mais il y avait surtout la première, il y avait surtout les soignants. Si l'hôpital n'avait pas tenu, si les soignants n'avaient pas tenu, où en serions-nous aujourd'hui? Bien sûr. Voilà, donc, eh bien, il faut le reconnaître, c'est bien. Les défilés du 14 juillet, c'est très bien. Les médailles, voilà, tout ça, je l'entends, c'est valorisant, c'est de la reconnaissance. Mais le mieux, c'est de la reconnaissance dans le dur. Donc, c'est des conditions de travail les meilleures possibles et une revalorisation une revalorisation salariale. Nathalie Elimas, je rappelle que vous êtes députée du Val d'Oise et que vous êtes en ce moment la présidente de la commission du projet relatif aux diverses dispositions liées à la crise sanitaire. Le futur, pour vous, c'est quoi? C'est ce qu'a dit le président, la France doit se réinventer. Comment vous le voyez? Alors, le futur, oui, la France doit se réinventer. Les Français ont fait preuve de beaucoup de générosité et de solidarité entre eux. Moi, je voudrais que ça perdure. Et je voudrais aussi qu'il y ait à nouveau dans ce pays plus de cohésion sociale. Alors, un des angles, puisqu'on parle de moi, et là où je vais essayer d'œuvrer, je suis également rapporteure d'une mission sur la politique familiale. Je vais rendre ce rapport très prochainement. Quand je parle de cohésion sociale, eh bien, je crois qu'elle trouve sa racine et son essence d'abord dans la famille. Et donc, je vais porter des propositions à la fois pour répondre de façon très concrète et m'inscrire dans le plan de relance, et en même temps pour bâtir, ou plutôt rebâtir, une politique familiale ambitieuse et qui intègre tous les âges de la vie, c'est-à-dire depuis la petite enfance jusqu'aux dépendances. Voilà. Oui, là, vous faites un petit clin d'œil justement à toutes les personnes qui sont en EHPAD ou aux retraités qu'on a un peu maltraités malgré tout. Aux retraités qu'on a maltraités, aux aidants familiaux aussi. Voilà, parce qu'il faut pas oublier que pendant la période de pandémie, quand certains retraités ne pouvaient pas être placés en EHPAD ou à l'hôpital parce que ça débordait, ce sont les aidants familiaux qui ont pris le relais, dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Merci Nathalie Elimas d'avoir été avec nous ce matin au bar de l'économie sur IDFM. On retiendra 2 points très intéressants de ce que vous venez de dire. C'est pour le futur, eh bien, plus de cohésion sociale, ça passe par la politique familiale, mais aussi par peut-être plus d'intéressement des salariés à leurs entreprises. Absolument. Merci. Nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Alors aujourd'hui, nous avons parlé déjà des diverses dispositions liées à l'urgence sanitaire, du futur aussi avec Nathalie Elimas, députée du Val d'Oise. Nous allons voir la plateforme numérique de connexion solidaire pour tous avec une école de codage.
Mais tout de suite, je suis en compagnie d'Anne-Catherine Robert Aglusten, directrice d'ailleurs du musée de l'air et de l'espace, le plus grand musée en fait français dédié à l'aviation civile et militaire. Et justement, avec vous Anne-Catherine, on va faire une promenade près de l'aéroport de Paris-Le Bourget, parce que vous, alors le confinement, bien sûr, comme dans tout le milieu du tourisme, c'est la fermeture totale. Interdiction aux visites, donc vous n'avez toujours pas réouvert, c'est bien ça, Anne-Catherine? Alors effectivement, donc le musée de l'air et de l'espace est le plus grand musée français, je dirais même qu'il est le plus grand musée européen, voire l'équivalent dans la catégorie de ses collections d'aviation et d'espace, c'est Washington avec le Smithsonian. Donc en termes de collection et d'étendue et d'histoire, puisque le musée a 100 ans, on a fêté son centenaire l'année dernière, c'est vrai que c'est un musée exceptionnel, c'est un musée qui est très grand en superficie. 1000 mètres carrés, même plus, beaucoup plus. Si vous contenez les espaces extérieurs, c'est ça? Voilà, on a 25 hectares, on a 25 000 mètres carrés d'exposition permanente et nous avons inauguré la grande galerie qui est l'aérogare historique de l'aéroport du Bourget l'année dernière, en fin d'année. Donc c'est vrai que pour nous, un musée qui est sur sa lancée, sur son centenaire et sur sa réouverture, le confinement a été évidemment un arrêt. Je vous confirme que, comme tous mes collègues, le confinement a conduit à une fermeture totale. Mais il y a toujours quelque chose à faire dans un musée fermé. Nous avons l'obligation de maintenir évidemment quelques personnes, toujours, parce qu'il y a sécurité des lieux et sécurité des œuvres. Puisque dans un musée comme celui-là, on ne peut évidemment pas complètement s'arrêter. Et c'est vrai que ça a été pour nous l'occasion de nous reposer un certain nombre de questions, de nous projeter vers le futur. Et un des sujets qui est sorti un peu de cette discussion entre collègues par tous les systèmes visio qu'on peut imaginer, on les a tous testés, ça a été de se recentrer sur la collection, de se recentrer sur la recherche, de se recentrer sur les œuvres et de vous préparer pour la réouverture, parce que je vais pouvoir vous l'annoncer aujourd'hui en direct, de repréparer des projets, des sujets. Et c'est en ce sens qu'on a plutôt bien vécu en fait ce confinement. Alors finalement, si on vous comprend, Anne-Catherine Robert Aglusten, je rappelle que vous êtes la directrice du musée de l'air et de l'espace situé au Bourget, donc le plus grand musée européen dédié à l'aviation. Finalement, ce temps de confinement vous a permis de voir les choses autrement et vous allez nous annoncer et nous décrire tout de suite des nouveaux projets pour le public, pour le grand public. Effectivement, donc le musée de l'air et de l'espace va être ouvert à nouveau à partir du 19 juin. Donc on est dans la dernière ligne droite, donc ça sera dans 15 jours, un vendredi. C'est un week-end un peu particulier pour nous aussi, donc on va travailler à toute une série d'opérations un peu plus festives. Mais ce qui a été très important pour nous, c'est que ça nous a permis de retravailler sur ce qu'on appelle un projet scientifique et culturel. C'est-à-dire que nous l'avons fait voter, nous allons le présenter au ministère de la Culture, puisque nous dépendons du ministère des Armées, donc c'est une situation un peu particulière. C'est un musée du ministère des Armées qui travaille avec le ministère de la Culture. Et c'est vrai que les équipes, et je remercie vraiment les équipes de communication qui ont passé beaucoup de temps à filmer, à demander des sujets. C'est un temps aussi de préparation d'expositions temporaires, par exemple. C'est un temps de redécouverte de ces collections. Nous avons une programmation d'expositions temporaires qui est planifiée pour les 5 prochaines années. Et c'est une redécouverte des collections. Ça avait déjà été le cas pour la Grande Galerie, où il y avait des objets qui n'avaient jamais été présentés. Et à nouveau, je dirais, dans ce musée où on ne cesse de faire des découvertes, eh bien, on a par exemple une collection de jouets qui est très peu connue, qui n'a jusqu'à présent pas encore eu forcément l'occasion d'être totalement présentée, puisqu'il faut beaucoup de temps de restauration. Et c'est un des projets dans une des expositions temporaires qui va venir dans les 2 ans qui viennent, c'est de travailler sur l'entre-deux-guerres, sur cette période des années folles. Et avec la conservatrice Clémence Reynaud, on travaille à un projet d'essayer de valoriser ce temps qui est bien sûr technique, mais qui est aussi sociétal. C'est d'amener le public à une meilleure compréhension de l'évolution des techniques, aviation ou spatiale, mais dans leur contexte sociétal. Donc ce qu'on appelle un peu la représentation de ces situations, et elle nous a présenté un des jouets que même moi en tant que directrice je ne connaissais pas, et qui est un avion ambulance par exemple, qui est extraordinaire, comme quoi la représentation vers les jeunes publics est importante pour nous aussi.
Alors ce jouet dont vous parlez, il est de grande taille, de petite taille, hein, cet avion ambulant? Alors, c'est vraiment un petit avion comme vous avez ces collections de voitures miniatures pour enfants. Eh bien, en fait, on a les mêmes en avion. Donc, c'est une pièce qui doit faire 35-40 cm. C'est tout petit, mais avec une précision extraordinaire. C'est ce qu'on appelle les jouets, parce qu'on a aussi les maquettes. Alors, on fait une petite différenciation parce que c'est l'objet en tant que tel. S'il est un jouet, il a été conçu pour être manipulé par un jeune, ou un moins jeune d'ailleurs. Si c'est une maquette, il a été conçu pour reproduire un élément à échelle. Et on a une collection de maquettes extraordinaire dont nous finissons la restauration et qui sera à nouveau ouverte au public. Et ce sont ces découvertes qui ont été extraordinaires pendant le confinement. Donc si on comprend bien, vous réouvrez le 19 juin, vous réouvrez le musée de l'air et de l'espace, Anne-Catherine Robert à Glusten, mais par justement une exposition sur les jouets, à la fois maquettes et vrais jeux, si je puis dire. Comment vous faites pour trouver ces objets? Est-ce que c'est des collectionneurs qui viennent directement à vous? Est-ce que vous faites des brocantes, tout simplement? Est-ce que vous allez dans des ventes aux enchères? Alors l'exposition, elle sera prête en 2022. On va avoir d'autres expositions avant dont je vais vous parler. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, l'acquisition dans un musée national se fait par différents biais et paradoxalement beaucoup par des dons. Ce sont beaucoup des particuliers qui vont venir nous trouver et qui vont souhaiter que leurs œuvres, ce qu'ils possèdent, alors après il y a tout un système évidemment d'expertise. Nous pouvons bien évidemment aussi acheter des œuvres, ça dépend des budgets, ce qui se fait alors en vente publique notamment. Je ne dirais pas que les brocantes, ce n'est pas tellement notre sujet, mais on ne sait jamais. L'objectif des conservateurs, c'est toujours de chercher l'objet rare, celui qui va compléter la collection, celui qui va être différent. Et ensuite, il faut l'expertiser, puisque le plus important pour nous, c'est d'en connaître la provenance. Donc cette exposition jouets, c'est pour donc 2022. Donc si on veut vous apporter des jouets exceptionnels ou des maquettes, il faut vous solliciter. Finalement, il faut prendre contact avec vous. Absolument. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que c'est une des manières les plus simples de le faire. Alors, je parle des jouets, mais ça peut être les grandes tailles aussi, puisque nous pouvons aussi obtenir en dépôt des avions grandeur nature. Je n'irai pas jusqu'à 380, on l'a déjà, donc on n'en prendra pas un deuxième. Mais tout type de collection en lien avec l'aviation et l'espace, c'est vraiment quelque chose qui va nous intéresser. Alors, il y a deux manières de faire actuellement au musée. C'est d'une part les activités que vous pouvez proposer à des publics jeunes ou moins jeunes, et puis il y a les salles actuelles, les expositions actuelles. Est-ce que dans les salles, puisque c'est quand même assez, enfin c'est par thème, hein, moi c'est une bonne manière de se référencer, de prendre de prendre contact avec la réalité, puisque vous avez une salle dédiée à l'aviation d'avant 1914. Vous avez donc une salle dédiée à l'entre-deux-guerres. Je ne vais peut-être pas toutes les détailler, c'est vous qui allez le faire, mais est-ce que ça va rester à partir du 19 juin ou est-ce que vous avez aussi revu la manière dont fonctionne le musée? Alors, nous avons dû revoir temporairement la manière dont fonctionne le musée, mais c'est pour vraiment les questions liées à la situation sanitaire actuelle. Donc, c'est plutôt un parcours qui sera un parcours à sens unique, alors qu'en temps normal, vous avez une déambulation totalement libre. D'accord, on peut faire des allers-retours et là, ça sera plus possible. Il faudra refaire le circuit tout le temps finalement. Voilà, pendant quelques temps, il va falloir être un peu patient. Mais le circuit se déroule très bien et effectivement, nous avons une succession de salles. Et ce sur quoi nous jouons beaucoup, c'est les allers-retours avec le tarmac, comme nous appelons, c'est-à-dire la partie à l'extérieur où il y a toute une série d'avions à découvrir. Nous allons maintenir les visites dans les avions. Ça a été un sujet un petit peu débattu aussi, puisque comme vous le savez, la distanciation, les jauges, mais nous avons toutes les possibilités d'assurer la sécurité sanitaire des visiteurs. Donc nous allons maintenir la visite des Concorde, la visite du 747. Donc ça, c'est vraiment très important pour nos visiteurs. Nous n'allons pas aujourd'hui, à l'instant T, reprendre toute l'organisation des halls parce que c'est le projet que nous menons pour les 5 prochaines années. Les 5 prochaines années, nous avons un grand projet dans la suite de ce que nous avons fait avec la Grande Galerie, qui est de réorganiser le parcours et d'ailleurs de développer de nouveaux parcours, puisqu'il y a des thématiques qui vont être complétées, notamment l'aviation civile, plus contemporaine, c'est un des sujets, l'espace et les drones. Et les drones. Alors oui, c'est une nouveauté, j'allais dire, au musée, c'est les drones. Alors, les drones est un sujet qui nous intéresse beaucoup, puisque c'est un sujet qui bouge, c'est un sujet d'actualité. Alors, l'important dans un musée, c'est toujours avoir le recul, donc on ne peut pas aller trop vite, et à la fois, on doit pouvoir répondre au public. Donc, on commence souvent par des expositions temporaires, ce qui sera le cas l'année prochaine sur une grande exposition sur l'espace,
Et ensuite, on travaille sur la question des drones. Et ensuite, dans un espace plus permanent, puisque aujourd'hui, le visiteur doit s'habituer à les comprendre, à les voir, et surtout à en comprendre l'utilité et les limites. Est-ce qu'il y a toute taille de drone? Parce qu'on connaît les drones des enfants pour s'exercer à manipuler un drone. On connaît des drones plus grands, mais là, je pense que vous avez aussi des drones militaires, peut-être? Alors, le sujet des drones militaires est déjà abordé au musée, mais c'est vrai qu'il y a toute taille. Techniquement, un drone peut aller jusqu'à la taille d'un avion, quasiment. Quasiment. Et ça, vous en avez sur le tarmac? Pas encore. Je rappelle que le tarmac, c'est le synonyme du mot parking, si je puis dire. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, c'est le terme qu'on emploie dans l'aviation pour... c'est le terme professionnel. On l'a gardé dans le musée parce que c'est vrai que c'est aussi la manière de représenter un avion qui a atterri littéralement et puis qui s'installe et qui attend son redémarrage. C'est vrai qu'au musée, comme on est à la limite vraiment de l'aéroport du Bourget, le décollage et l'atterrissage des avions, nous on le voit en temps T. Et c'est vrai que c'est ce passage entre l'aviation qui est statique et l'aviation qui est dynamique qui est très intéressant. Et les drones, nous aurons à terme, ça fait partie du projet, parce qu'on ne peut pas les avoir tout de suite, des drones civils et des drones militaires. Nous avons déjà des drones civils. Jusqu'à quelle taille peut aller un drone? Actuellement, les drones ont quasiment la taille d'un petit avion de reconnaissance. Donc après, ça sera dans la terminologie qu'il faudra expliquer au public que vous avez différentes terminologies. Un drone civil, c'est un drone par exemple de surveillance, mais ça peut être un drone aussi lié à l'agriculture. Donc ça peut être un drone qui va porter des charges, donc il est un peu plus gros. Et dans le militaire, c'est vrai que le drone peut être effectivement la manière de substituer à un avion avec une personne à bord. Donc c'est une grosse réflexion au niveau de l'armée parce qu'à un moment donné, les drones n'ont plus le personnel dans l'avion, ils ont le personnel au sol. Et là, on est sur une autre typologie, une autre stratégie. Donc à terme, je pense, dans les prochaines années, 5 ans, 10 ans, ce seront des objets que le public aura l'habitude de voir dans un musée. Alors là, actuellement, au musée de l'air et de l'espace, on peut en voir combien de drones? Alors aujourd'hui, on n'en a pas encore beaucoup, parce qu'il faut vraiment créer la salle. Donc on en a un dans les réserves, mais qu'on va sortir pour une exposition temporaire. Et aujourd'hui, la manière dont nous avons trouvé aussi de pouvoir présenter tout ce que nous avons encore en réserve, c'est de faire travailler un photographe. Et ça sera l'exposition temporaire de cette année. Donc c'est un photographe qui travaille un peu sur le principe du pochoir, comme C215, mais avec de la photographie. Donc il photographie des pièces de toute taille et il en dévoile progressivement les détails. Et l'exposition sera ouverte à partir du mois d'octobre 2020. Donc ça, c'est pour cette année. Voilà. D'accord. Et alors donc, par contre, vous avez cité un mot magique, enfin magique pour tout le monde, c'est le Concorde. Tout à l'heure. Donc je reviens aux avions. Anne-Catherine Jarbel, vous êtes la directrice du musée de l'air et de l'espace. Donc votre nom c'est Robert Aglusten pour ceux qui recherchent. Et donc est-ce qu'on pourra toujours monter dans le Concorde? Ah, ça c'est la question piège. Alors la directrice vous dira oui bien sûr. La conservatrice vous dira oui mais. Donc le gros travail de nos équipes, et c'est vrai que c'est pour tous les musées la même chose, c'est de considérer que nous avons la responsabilité des œuvres et que nous devons la transmettre aux générations futures. Et le Concorde, comme beaucoup de pièces, c'est un objet classé. C'est le prototype 001, donc c'est vraiment le tout premier. Et nous devons nous assurer à la fois de satisfaire le public. Donc je vous dirais en tant que directrice, oui bien sûr, vous pourrez toujours venir visiter et monter dans le Concorde. Et à la fois en tant que conservatrice, je dois m'assurer qu'il n'est pas mis en danger. Donc, les précautions que nous prenons aujourd'hui, c'est pour le protéger, pour que, effectivement, pendant de nombreuses générations, on puisse découvrir encore le Concorde de l'intérieur. Parce que l'extérieur est extraordinaire, mais l'intérieur est vraiment très, très surprenant. Parce que finalement, comme avion, c'est petit par rapport aux avions qu'on fait actuellement. C'est même tout petit, j'allais dire. On se demande même avec nos yeux actuels comment un avion comme ça a pu voler. Et ça reste quand même l'avion le plus rapide de toute façon. Ça reste, et c'est surtout l'avion le plus mythique. L'aile Delta est extraordinaire. Et la présentation que nous avons au musée de l'air, comme nous en avons 2, ce qui est absolument exceptionnel, c'est que vous pouvez passer d'un avion à l'autre, donc vous passez en fait quasiment au-dessus de l'aile. Et ce qui interpelle beaucoup les visiteurs, c'est de découvrir à quel point c'est extrêmement étroit à l'intérieur. Et c'est en fait une aile des moteurs et un tube dans lequel vous mettiez les passagers.
Et c'est vrai qu'on est quasiment convaincu que si demain on vous disait qu'il se vole à nouveau, son carnet de vol il est plein. Il est resté tellement mythique dans l'esprit du public que jusqu'à présent on n'a pas encore égalé. On est allé vers des avions beaucoup plus gros, mais on n'a pas choisi forcément la rapidité. Mais c'est une pièce extraordinaire. Alors justement, il y a une évolution dans les avions, ça va encore énormément évoluer, l'aviation dans le futur, on le voit bien avec les engagements environnementaux. Par contre, au niveau du salon aéronautique, il est mélangé au musée finalement lorsque a lieu ce salon. On est bien d'accord que lorsqu'on se promène sur le tarmac, comme vous dites, on voit si on va au salon de l'aéronautique, on voit des avions d'exposition. Absolument. Alors, ce qui se passe pour l'organisation du salon du Bourget, donc l'organisateur du salon dépend du GIFAS, donc du groupement des industriels de l'aviation, de l'aéronautique et du spatial, et il loue entre guillemets le musée, ce qui est assez rare pour un musée d'accepter d'être loué à 100%. Vous imaginez le Louvre ou Versailles loué à 100%. Et à ce moment-là, nous gardons bien évidemment les pièces de collection, mais ils ajoutent toute une série d'avions contemporains, et ces avions, évidemment, peuvent décoller et atterrir. Donc c'est une semaine que je recommande à tous, parce que c'est une semaine assez extraordinaire, entre un mélange de l'industrie et de ces passages dans le musée. Et bien évidemment, les Concordes sont ouverts à cette époque, comme le reste de l'année. Bien sûr. Alors Anne-Catherine, Robert Aglusten, habituellement au musée, vous aviez les activités pour jeunes et moins jeunes de boarding place, planétarium, pilote pour les 6-12 ans, on pouvait pénétrer dans le cockpit d'un petit avion de tourisme. Est-ce que ça va rester à partir du 19 juin, puisque c'est la réouverture officielle, ou est-ce que ça vous l'avez modifié? Alors, à la réouverture officielle du musée le 19, on va réouvrir tous les espaces. Donc nous, on va rester sur du 100% ouvert. Les deux seuls endroits où on va être obligé de décaler, mais je l'espère que d'une quinzaine de jours, c'est le planétarium, puisque le planétarium entre dans la catégorie des salles de spectacle, donc techniquement ce n'est pas avant le 22 juin. Et le planétarium, en fait, c'est un espace où vous vous asseyez, comme dans un cinéma, et où vous avez un spectacle avec un médiateur. Donc on va l'ouvrir, mais il nous faudra probablement une petite dizaine de jours, 15 jours maximum, pour adapter la distanciation et la présentation. Donc le planétarium, ça sera pour début juillet. Planète Pilote, c'est une question simplement de finaliser les adaptations, parce que c'est comme à la Cité des Sciences, comme au Palais des Découvertes, c'est le principe que vous avez beaucoup d'interactifs et que vous touchez beaucoup de choses. Donc le protocole est un petit peu plus long à mettre en place. Mais à terme, en tout cas c'est mon souhait, que pour que début juillet, l'ensemble du musée soit ouvert et qu'il n'y ait pas de restrictions à la visite. Et puis de toute façon, on attend les annonces gouvernementales qui vont peut-être être bonnes, puisque on a vu ce week-end que ça allait beaucoup mieux en France. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans ce musée comment s'organisent les salles et quelle est l'évolution, le cheminement que vous voulez à partir du 19 juin justement? Alors à partir du 19 juin, le cheminement va être peut-être un peu plus chronologique, c'est-à-dire qu'on va partir de l'entrée qui est maintenant dans la grande galerie. On va commencer par les débuts de l'aérostation, donc c'est avant l'aviation, c'est les ballons. Donc les ballons dirigeables. Ensuite, on va passer sur les débuts de l'aviation, vraiment les tout premiers avions, et donc avec le Blériot bien sûr, les Breguet, la Première Guerre mondiale. Et ensuite, on pourra continuer dans les halls, entre deux guerres, Deuxième Guerre mondiale, et on va être sur un parcours un peu plus chronologique, qui d'ailleurs est en train de se préparer aussi à l'échelle de nos nouveaux halls, en gardant bien évidemment le hall de l'espace, qui lui est totalement dédié à l'histoire spatiale. Donc vous avez une série de 7 halls, plus un hall spécifique qui est dédié au Normandie-Niemen, donc à cette histoire fabuleuse du Acte 3, et qui va être célébrée aussi courant juin, puisque on est dans cette période de célébration. Alors justement, vous parliez de l'espace Normandie-Niemen, ça a été constitué par des anciens pilotes mécaniciens. Pourquoi? Pour mettre en avant la région Normandie? Alors, pas uniquement. Ça a été surtout réalisé parce que là, il y avait vraiment nécessité de retrouver des objets. Et ce qui est assez particulier dans ce hall, c'est que vous retrouvez vraiment des pièces qui ont appartenu à des familles. Et ces familles ont souhaité donner au musée. Et pour eux, c'est important de les voir. Donc nous avons beaucoup d'objets, des objets qui sont très, très humains et qui racontent l'histoire de cette période très particulière,
de ces pilotes français et de ces pilotes russes. Donc ça a été soutenu également par la Fédération de Russie. Et ce sont des moments pour nous d'histoire importants qui racontent cette épopée. Et c'est vrai que le Yak 3 trône évidemment dans cette salle de manière assez spectaculaire. Oui, ce qui est bien aussi avec ces avions, c'est qu'on se rend compte du courage des pionniers, comme dans beaucoup de secteurs. Mais là, malgré tout, c'était très périlleux d'être aviateur avec des avions de l'époque du début. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon sentiment. Mais je dirais que je pense sincèrement que c'est toujours périlleux d'être aviateur. Je pense qu'il y a toujours eu une envie, et c'est ça qui est important dans le lien entre le militaire et le civil, d'aller toujours un peu plus loin. Et c'est vrai que pour un aviateur, je pense même pour nous, le public, de revenir dans ces salles et de voir ces avions, parce que ce sont les originaux, je rappelle, il n'y a que des originaux. On se rend compte qu'ils avaient une vingtaine d'années, qu'ils montaient dans ces avions et que leur espérance de vie, elle était quand même très courte. Parce que l'avion était très léger, c'est principalement un moteur puissant et une protection qui est quand même assez faible. Donc on a amélioré ça au fil des années, mais on a aussi amélioré la performance des moteurs. Donc je dirais qu'aujourd'hui, quand vous voyez de près un Mirage ou un Rafale, c'est tout aussi impressionnant que quand vous étiez face à un Blériot ou un Breguet. Ah oui, bien sûr. Et puis le bruit. Non, mais le bruit surtout, je trouve, ça participe encore plus à l'effet, je veux dire, impressionnant. Alors le bruit, bien évidemment, qui est effectivement lié à la puissance du moteur et qui effectivement vous fait réaliser aussi de cette performance technologique que sont les avions d'aujourd'hui. Anne-Catherine Robert-Glusten, vous dirigez le musée de l'air et de l'espace situé au Bourget. Donc le futur, c'est le 19 juin, c'est très proche, réouverture de l'ensemble du musée, youpi, j'allais dire. Quelles sont les expositions qui vont arriver et qui vont se dérouler jusqu'à la fin de l'année ? Alors, en réouverture, on prolonge l'exposition de C215, donc c'est l'occasion pour ceux qui ne l'auront pas vu de revenir voir ce parcours de l'artiste qu'il a réalisé dans le Bourget, qui s'appelle La légende des cieux. C'est l'histoire un peu de l'aéronautique et du spatial au travers de l'œil de cet artiste très engagé. Ensuite, vous aurez effectivement l'exposition sur les photographies d'Axel Roumeli. Et ensuite, l'année prochaine, vous aurez une grande exposition sur l'espace. Et ensuite, l'exposition sur les années folles. Nous avons également une exposition qui se prépare sur Antoine de Saint-Exupéry, qui sera dans un premier temps présentée à Lyon et à Toulouse, ça c'est vraiment une avant-première, et qui sera présentée au Musée de l'Air en 2023. Donc vous voyez, nous travaillons beaucoup aussi à des collaborations, ça nous paraît essentiel, c'est-à-dire que nous prêtons des pièces dans d'autres expositions, et ces expositions peuvent ensuite venir au musée. C'est pour nous une importance au niveau européen. Bien sûr. Voilà donc un bon moyen de se cultiver dans les prochaines semaines, puisque ça arrive vite, encore 15 jours à attendre. Et puis je crois que là, on va annoncer le déconfinement total. Enfin, ça c'est mon sentiment, on verra bien. Hein. Enfin, j'espère en tout cas, pour tout le monde, pour que l'économie reparte. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Anne-Catherine Robert-Glusten. Donc, le musée de l'air et de l'espace, il faut y aller. Et puis, vous serez bien pris en main par toute l'équipe là-bas, voilà. Et puis, il va faire beau, donc il faut en profiter. C'est bien ça. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur ? Alors nous, pour le futur, c'est que vous reveniez nombreux. Il faut revenir, c'est un musée aéré, c'est un musée qui a de l'espace, c'est un musée pour lequel vous avez à minima une demi-journée de visite, donc profitez cet été. C'est vrai qu'on nous annonce un tout petit peu de difficulté peut-être à partir loin, eh bien venez tout près, c'est à 6 km de Paris, après tout. Et vous passerez un moment inoubliable, je peux vous l'assurer. Donc vous avez dit une demi-journée à peu près, il faut minimum. Mais on a un restaurant, c'est très grand en fait. Très donc, grand. 25 000 m², ça se fait pas comme ça tout de suite. Non, c'est largement une demi-journée, mais en général, quand on y est, on y reste assez longtemps. Et puis, je pense que pour un musée, si on n'est pas ouvert et s'il n'y a pas de public, c'est quand même triste. Donc, c'est la joie de vivre va revenir, c'est ça ? La joie pour tout le monde. C'est vrai pour le personnel, pour le public, mais surtout pour un lieu qui a besoin de vivre. Merci beaucoup. Allez, je vous emmène sur une nouvelle pause musicale et on revient dans quelques secondes.
voilà, c'était une promenade de création musicale, comme toujours au bar de l'économie, sur IDFM Radio Anguin. Vous êtes aujourd'hui avec moi en compagnie de Nathalie Elimas, la députée du Val d'Oise, d'Anne-Catherine Robert à Augustine, la directrice du musée de l'air et de l'espace, qui nous a annoncé que l'aéroport du Bourget réouvrait le 19 juin. Donc c'est le moment, en été surtout, d'aller visiter les 25 000 mètres carrés d'exposition d'avions et de drones. Et puis aussi de fusées, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des fusées sur ce musée, donc ça vaut le coup. Et puis on peut voir le Concorde, cet avion mythique. Et puis je suis en compagnie d'Hakim Kamouche, chef du projet Innovation Sociale à la DIREC, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, et de Majoub Bayassine, président de Digital School, car tous les deux, vous lancez une plateforme numérique qui s'appelle Connexion Solidaire pour tous. Alors, Hakim Kamouche, expliquez-nous comment est venue cette idée. Bonjour, alors, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir de venir participer. Merci beaucoup. Au de l'économie. Alors, cette initiative conjointe avec France Digital School, le président de M. Bayassine qui s'exprimera tout à l'heure, s'inscrit dans le cadre d'une dynamique qu'on a lancée en juin 2019, la France une chance, les entreprises du Val d'Oise s'engagent. C'est une initiative qui avait été initiée par le président de la République en mai 2018. Cette initiative vise à mobiliser les entreprises du territoire pour l'inclusion dans l'emploi des publics les plus en difficulté sur des sujets tels que la sensibilisation des publics scolaires, la relation entre les enseignants et l'entreprise, la formation au travers de l'apprentissage, notamment quand on sait que la ministre du Travail, Madame la ministre du Travail, a annoncé un renforcement des mesures pour l'apprentissage avec une aide considérable, donc 5 000 € pour les mineurs et 8 000 € pour les personnes majeures. On n'avait jamais vu ça. Le recrutement au travers notamment des emplois francs et puis les achats responsables, plus d'autres engagements choisis par l'entreprise qui peuvent favoriser l'inclusion dans l'emploi, notamment le dispositif qu'on va vous présenter là. Alors pourquoi ce portail? Durant la pandémie, a exacerbé des difficultés rencontrées par les publics jeunes, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Et comme difficulté, on peut citer la fracture numérique. Donc beaucoup de jeunes ont décroché, on le sait. Je n'aurai pas de chiffres à vous donner là. Avec l'arrêt de l'école, avec la fermeture de l'école, je voulais dire, absolument. Effectivement, beaucoup de jeunes ont décroché. Donc cette plateforme, c'est Connexion Solidaire pour tous, toutattaché.org. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver? Pourquoi faire cette plateforme? Alors en fait, ce qu'on a souhaité absolument avec M. Jallet, donc le fait délégué pour l'égalité des chances dans le Val d'Oise et l'éducation nationale, on sait que ce problème c'est pas un one shot, c'est pas ponctuel, c'est une problématique qui est récurrente. Donc on a souhaité organiser un petit peu la remontée des besoins et proposer un outil qui se veut extrêmement pragmatique, opérationnel, pour permettre aux entreprises de faire remonter dons de matériel dont elles n'auraient plus l'utilité, ordinateur portable, clé 4G, téléphone, tout type de matériel qui serait utile à ces jeunes pour pouvoir rester en contact. Pour être réutilisé en fait. Donc l'idée, c'est de faire un appel aux entreprises pour qu'elles fassent des dons de matériel dont elles envisagent de se débarrasser. Donc là, concrètement, on fait comment? On se connecte sur la plateforme ou on contacte quelqu'un directement? Absolument. Donc là, on se connecte directement sur la plateforme. Donc l'entreprise s'inscrit, elle met ses coordonnées et puis elle dit, bon voilà, moi j'ai la possibilité d'offrir 10 ordinateurs portables, 3 clés 4G. Ce qu'elle a à donner, même si c'est qu'un ordinateur ou une tablette, ça marche aussi. Absolument. On a déjà là pour le coup, à titre d'illustration, un auto-entrepreneur. L'idée étant de dire que la solidarité, elle n'est pas le monopole entre guillemets des grands comptes. Tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité, peut contribuer à cet engagement, à cette démarche solidaire. Donc pour tout matériel numérique exclusivement, j'imagine. Absolument. Que vous ne voulez pas faire un appel à des dons de bureaux, de meubles, non, on est bien d'accord. Non, on est vraiment sur
voilà, la réduction de la fracture numérique par la mobilisation et l'engagement solidaire des entreprises du territoire. Alors ensuite, ce matériel sera donné exclusivement à des jeunes, j'allais dire, des quartiers plus défavorisés de la politique de la ville, ou bien est-ce qu'il peut être aussi donné à des jeunes qui veulent s'installer, commencer à travailler, mais qui n'ont pas de matériel? Alors prioritairement, effectivement, à des jeunes quartiers politique de la ville, quand on sait que un habitant sur 6 vit dans le territoire du Val-d'Oise, on a 41 quartiers politiques de la ville. C'est le département le plus jeune de la France métropolitaine, un habitant sur 6. Donc la priorité et l'objectif est vraiment le ciblage de ces quartiers, mais ce n'est pas une exclusivité, bien évidemment. Ensuite, il y a un comité de pilotage qui est présidé par le préfet Jallet, par l'inspection académique, par M. Bayassine, pour pouvoir orienter, faire remonter les besoins. Dans un second temps, ce portail pourra permettre, on n'a pas voulu le proposer dans un premier temps, mais pourra permettre aussi de faire remonter les besoins des acteurs du territoire. L'idée, c'est vraiment d'avoir un circuit vertueux qui mobilise les acteurs publics et privés, parce que l'enjeu est de taille, l'enjeu est important, et toutes les compétences et toutes les expertises et toutes les bonnes volontés, j'allais dire, sont bonnes à prendre. Voilà, donc si vous avez du matériel à donner, eh bien, au lieu de le jeter tout simplement, parce que tout peut être réutilisé, tout peut être reformaté, voilà, reconditionné. Donc vous allez sur Connexion Solidaire pour tous, et je rappelle que ça n'est que du matériel, bien sûr, informatique ou numérique. Alors cette plateforme, elle a été développée avec vous, Majoub Bayassine, et vous êtes président de l'école donc Digital France School, une nouvelle école d'ailleurs, on va la présenter dans quelques minutes. Par contre, qui a développé d'abord cette plateforme Connexion Solidaire pour tous? Alors la plateforme a été développée bénévolement justement par les apprenants de Digital France School. Digital France School est une école sociale solidaire gratuite, et notre objectif est de former en partenariat avec les mairies, avec les communes et avec les entreprises, justement, les personnes qui sont très éloignées de l'emploi, des personnes justement qui sont le plus aujourd'hui touchées par la crise et qui vont se retrouver d'ailleurs au chômage. Les personnes qu'on ne trouve pas habituellement dans le numérique, les femmes qu'on ne trouve pas, on trouve à peine 20% de femmes dans le numérique, alors que c'est un vivier d'emploi, il y a plus de 90 000 postes. À pourvoir, vous voulez dire qu'ils ne sont pas pourvus? Ils ne sont pas pourvus. Les personnes qui sont issues des quartiers populaires, politiques de la ville, les personnes qui sont très peu diplômées. Donc, nous, c'est notre métier, et notre mission, plutôt, c'est de former ces gens-là et de répondre justement aux besoins des entreprises partenaires, et en même temps combler, répondre à une mission sociale qui est de former les gens qui sont dans la difficulté. Donc avec le projet, nous avons nous-mêmes nous avons eu la même problématique, parce que nous voulions, pendant la période du confinement, former à distance nos apprenants, et on a eu des problématiques d'apprenants qui ont des difficultés parce qu'ils n'avaient pas de matériel, bien que nous pouvions mettre à disposition des ordinateurs. Nous avons aussi une problématique, moi, en tant que président délégué dans un lycée à Cergy, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'élèves qu'on a perdu de vue, parce que justement, ils n'avaient pas d'ordinateur, ou bien ils n'avaient pas de connexion Internet. Donc, comme notre travail, l'essence de notre travail, c'est de travailler ensemble, c'est de se regrouper. Donc, nous avons proposé à la directe et à la préfecture de concrétiser ce projet-là en mettant en place une plateforme. Une plateforme, donc, ça permet les apprenants et le formateur, pendant la période de confinement, étaient très contents de mettre en place leur savoir. Donc, ça permet qu'ils mettent concrétiser le savoir, en fait. Le savoir. Et puis, notre écosystème, c'est que nous lançons justement le mot solidarité. Donc, nos apprenants eux-mêmes sont solidaires avec les enfants, avec les élèves qui sont dans les quartiers populaires, et qui, pour éviter que ces enfants-là, ces élèves-là décrochent. Parce que là ce serait difficile, on va se retrouver à la fin. On se retrouve aujourd'hui à la fin du confinement avec beaucoup de personnes qui se retrouvent au chômage et que nous devrions former. Et puis en même temps, on peut se retrouver avec
on va perdre des élèves. Donc, il faut, on s'est dit, avec la directe, avec la préfecture, avec nos entreprises partenaires, donc de concrétiser tout cela dans une plateforme où donc les entreprises déclarent, en fait, viennent donner le matériel dont ils n'ont pas besoin, expriment leur solidarité, et on a mis en place un comité de pilotage où il y a des parrains, dans le CEVO, le Centre économique d'expansion du Val d'Oise. Nous avons dans Midrange, qui est une société importante qui est dans le Val d'Oise. Il y a d'autres qui vont venir parce que nous sommes au tout début. Donc nous espérons un engouement des entreprises. Autour de cette plateforme, donc Connexion Solidaire pour tous. Donc en fait, c'est une idée qui est venue parce que avec vos élèves de Digital France School, cette toute nouvelle école, puisque finalement, elle existe depuis peu, cette école à Cergy. Alors, c'est bien ça ? Oui, ça fait un an et demi, bientôt 2 ans. 2 ans. Donc, justement, nous sommes partis du constat simple, suivant, d'une incohérence, qu'il y a énormément, il y a 90 000 postes qui ne sont pas pourvus dans l'informatique, et de l'autre côté, on a beaucoup de nos concitoyens qui sont pas formés. Qui sont pas formés, qui tout simplement ne travaillent pas, tout simplement parce que ce sont des femmes. Eh bien, les femmes, on leur a toujours les fameux stéréotypes que la femme doit éduquer les enfants et rester à la maison, c'est voilà, ça. Et nous sommes tout à fait contre. Mais en même temps, ça coûte cher une connexion Internet. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait partie de la fracture numérique. Beaucoup de jeunes ne sont pas équipés. Et une connexion par mois, l'abonnement, ça revient cher finalement au bout d'un an. Donc, avec cette école, alors qui finance cette nouvelle école et qu'est-ce qu'on apprend au sein de Digital France School? Alors, au sein de Digital, nous sommes labellisés Grande École du Numérique, nous sommes labellisés par l'État, donc qui finance une partie des formations. En même temps, nous avons un partenariat très étroit avec des entreprises comme Atos. Nous avons un partenariat avec le MEDEF qui apporte leur parrainage donc, à nos apprenants. Les formations que nous dispensons, et nous avons un partenariat avec les communes, par exemple à Cergy, la mairie nous met à disposition un local de 300 mètres carrés au sein de la mairie, et nous sommes en train de s'ouvrir, d'ailleurs nous sommes en discussion avec d'autres communes, parce que la tâche est énorme, vaste, oui, bien sûr. Il y a des besoins importants, mais aujourd'hui nous sommes rodés, nous sommes prêts pour former jusqu'à 400 personnes en partenariat avec la région Île-de-France. Et donc, l'objectif, c'est, la mission est double. À la fois, donc, répondre aux besoins des entreprises, parce qu'effectivement, il y a un manque important. Et puis, de l'autre côté, c'est une mission sociale, parce qu'il y a justement des personnes qui sont dans les quartiers populaires qui ne travaillent pas. Il y a des personnes qui sont handicapées qui ne travaillent pas. Et pour nous, ce n'est pas une fatalité. Donc, le codage, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir coder. Donc, en quelques mois, en 7 mois, avec une formation intensive, nous sélectionnons. Le seul critère de sélection, c'est la motivation. Nous sélectionnons les gens qui sont motivés, qui veulent s'en sortir. En 7 mois, ils ont un diplôme Bac+2, alors que des fois, il y a beaucoup qui n'ont même pas le bac, qui ont à peine le brevet des collèges. Alors, donc, avec Digital School, si j'ai bien compris, il y a une sélection, vous allez nous dire laquelle. Donc, on peut rentrer dans cette école. En 7 mois, on a comme si on avait un bagage de 2 ans. Donc, c'est une formation très, j'allais dire, rapide et puis en même temps concentrée. Donc, vous faites des programmes, c'est ce que vous avez dit, en partenariat avec des entreprises pour coller à l'actualité des besoins, j'imagine, par rapport à l'emploi dans le numérique. Exactement. Donc, la mission est de former gratuitement à tous les métiers du numérique, mais une véritable formation qui est basée sur une pédagogie innovante, une pédagogie qui coupe avec les pédagogies d'avant qui sont académiques, je dirais entre guillemets, bien que l'éducation... Oui, les cours magistraux, c'est voilà, fini, les cours magistraux. Donc là, c'est un travail sur les projets, il travaille sur des projets... Un travail concret. C'est 35 heures par semaine, c'est vraiment une formation intensive, c'est une relation étroite avec les entreprises. C'est-à-dire que toutes les semaines ou tous les 15 jours, il y a un entrepreneur
par exemple Atos, par exemple Midrange et d'autres, des entreprises du Val d'Oise, on a mis en place un consortium digital de plus de 20 partenaires, dont justement le CEVO, dont le MEVO, dont la Direct, pour l'emploi, en fait, un véritable plan Marshall pour former finalement. Pour se battre contre ce fléau du chômage pour les personnes qui sont dans les quartiers populaires et qui n'ont pas beaucoup de diplômes et qui sont ces personnes-là chez qui on trouve un taux de chômage très important. Combien d'élèves accueillez-vous, quel que soit l'âge? J'imagine on peut venir dès l'âge de 18 ans, je suppose. Et puis, combien d'élèves accueillez-vous? Alors, par promotion, on accueille 24 maximum par promotion. Donc là, nous avons une promotion qui va commencer le 22 juin. D'accord. Donc, on a 150 candidats. Donc, on va retenir que 24. On retient, sélection. Voilà. Donc, dans la sélection, en fait, on demande aux candidats de déjà travailler pendant cette période de sélection, donc de montrer leur motivation. Et après, pendant 7 mois, ils sont vraiment pris en charge. Nous, avec nos partenaires, nous leur mettons à disposition tout ce qu'il faut pour à la fois une formation au numérique, mais en même temps une formation au savoir-être, au savoir-entreprise, au savoir, ce qu'on appelle aux soft skills. De telle façon qu'à la fin, notre seul objectif, on ne fait pas de formation pour la formation. L'objectif, c'est d'amener à l'emploi. Alors, vous faites une formation donc sur 7 mois. Vous avez dit une promotion va démarrer là en juin. La prochaine, ça sera pour quand? Alors, on a une formation qui commence le 14 septembre. Donc là, on a changé un peu les choses. Et c'est en partenariat avec le Val d'Oise numérique. C'est une formation où d'abord, on forme les personnes sur un socle digital, sur des fondamentaux numériques. Et à la fin, donc des personnes en relation toujours avec des entreprises qui ont besoin de ces gens-là qu'on a sélectionnés. À la fin de la formation des fondamentaux, tout de suite, on les amène vers une formation de 18 mois en alternance avec les entreprises partenaires. Voilà, ça c'est la formation à partir de septembre. Alors avec ceux qui viennent de terminer, si je puis dire, vous avez fait la plateforme Connexion Solidaire pour tous dont on a parlé tout à l'heure, pour donc que les entreprises fassent des dons de matériel. Combien d'élèves ont été mobilisés sur ce projet, sur cette plateforme pour la création? Alors, tout le monde voulait travailler sur la plateforme. Il y en a qui ont déjà, parce qu'ils avaient fini à peine au mois de février, puis ils ont passé leur diplôme. Il y en a qui ont déjà commencé à travailler, il y en a qui ont créé leur petite entreprise, et les autres, tout le monde voulait travailler sur cette plateforme. Et là, c'est moi-même et le formateur en concertation. Donc, il y a eu 2 développeurs, plus le formateur et moi-même qui ont travaillé sur la plateforme, en relation d'ailleurs avec M. Kamouche Hakim qui a aussi travaillé sur tout ce qui est cahier de charges et besoins. Hakim Kamouche, c'est vous donc qui maintenant gérez cette plateforme, tout revient vers vous, ou comment ça se passe quand l'entreprise donne, vers qui ça va? Qui gère donc la plateforme? Elle est portée par France Digital School. Donc elle a été créée par eux et maintenant elle sera portée par eux jusqu'au bout finalement. Absolument. Et après c'est vous qui voyez, qui répartissez avec le préfet Jallet comment vont se répartir le matériel, c'est bien ça? Tout à fait, complètement. Au travers du comité de pilotage qu'on a créé, qui comprend aussi, qui intègre l'éducation nationale dans un premier temps, et dans un second temps, ce coaching va être élargi. Et on verra donc la suite à l'automne. Merci beaucoup d'avoir présenté cette nouvelle plateforme, Hakim Kamouche et Majoub Bayassine. Je rappelle que vous êtes le président de Digital School, cette nouvelle école en Val d'Oise. Bonne journée à tous, cette émission s'achève. Vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. C'était assez rapide. Non, j'ai été trop lente. On se fait notre petit truc vite fait. Oui, c'est vrai. La désinformation, comme le coronavirus, se propage.